Fermez les yeux un instant. Imaginez le néant le plus absolu. Pas le noir, pas le silence, pas le vide. Car le noir suppose la lumière qui manque. Le silence suppose le son qui s'étue. Le vide suppose l'espace qui contient. Imaginez l'absence de tout cela. L'absence de l'absence elle-même. Pas d'espace, pas de temps, pas de loi, pas de possibilité. Rien. C'est un concept que le cerveau humain résiste à concevoir. Nous sommes des créatures d'existence, baignées dans la réalité depuis notre premier souffle. Le néant absolu est pour nous une abstraction presque douloureuse, un trou dans la pensée que l'esprit essaie instinctivement de combler. Et pourtant, c'est précisément ce néant qui constitue, selon nos meilleures théories, l'état par défaut, l'état naturel, l'état qui n'a besoin d'aucune explication. C'est l'existence qui est l'anomalie. C'est l'être qui demande une justification. C'est la présence de quelque chose, de n'importe quoi, qui constitue le mystère. Selon nos meilleures théories physiques, c'est exactement ce qui aurait dû persister pour l'éternité. Le néant aurait dû rester néant. Et pourtant, il y a 13,8 milliards d'années, quelque chose d'inconcevable s'est produit. Non pas une explosion dans l'espace, mais une explosion de l'espace lui-même. Le temps s'est mis à s'écouler. L'énergie s'est condensée en matière. Et de cette matière sont nées les étoiles, les planètes, les océans, les molécules, les cellules, et finalement, des êtres capables de lever les yeux vers le ciel nocturne et de se demander pourquoi tout cela existe. Stephen Hawking a posé la question avec une élégance désarmante dans son ouvrage « Une brève histoire du temps ». Il a écrit « Pourquoi l'univers se donne-t-il la peine d'exister ?» Cette question, qui semble relever de la philosophie ou de la poésie, est en réalité l'une des interrogations les plus profondes de la physique contemporaine. Car lorsque l'on examine les équations, lorsque l'on mesure les constantes, lorsque l'on calcule les probabilités, on arrive à une conclusion vertigineuse. L'univers tel que nous le connaissons ne devrait pas être là. Et nous non plus. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une exagération rhétorique. C'est le résultat de calculs rigoureux menés par les plus grands physiciens de notre époque. Au moins 15 énigmes fondamentales, indépendantes les unes des autres, convergent vers la même conclusion troublante. L'existence de l'univers est, selon toute probabilité raisonnable, astronomiquement improbable. Roger Penrose, lauréat du prix Nobel de physique, a calculé que la probabilité des conditions initiales de notre univers est d'environ une chance sur 10, puissance 10, puissance 123. Ce nombre est si colossal qu'il est impossible de l'écrire en entier. Il faudrait plus de zéros qu'il n'y a de particules dans l'univers observable pour le noter. Et pourtant, nous sommes là. Ce soir, nous allons explorer cette improbabilité. Nous allons plonger dans les profondeurs de la physique moderne pour comprendre pourquoi, selon la science elle-même, rien de ce que nous voyons, touchons, ressentons ou pensons ne devrait exister. Nous allons découvrir comment la matière a survécu à son annihilation, pourquoi le vide a une énergie qui défie toute prédiction, comment les constantes fondamentales semblent réglées avec une précision impossible, pourquoi le champ de Higgs pourrait détruire l'univers à tout instant et pourquoi 95% de la réalité nous est totalement invisible et incompréhensible. Mais avant de plonger dans ces abîmes, prenons un instant pour mesurer ce que signifie réellement l'improbabilité. Nous utilisons souvent ce mot dans la vie quotidienne pour décrire une rencontre inattendue, un coup de chance, un événement surprenant. Mais l'improbabilité dont nous allons parler ce soir est d'un tout autre ordre. Elle est si colossale, si vertigineuse, qu'elle remet en question la notion même de hasard. Elle nous force à nous demander si le mot coïncidence a encore un sens lorsque les probabilités impliquées sont plus petites que tout ce que l'esprit humain peut concevoir. Imaginez que vous lanciez une pièce de monnaie et qu'elle tombe sur face 1000 fois de suite. Vous seriez en droit de soupçonner que la pièce est truquée. Maintenant,
imaginez que la pièce tombe sur face 1 million de fois de suite. Vous seriez absolument certain qu'il se passe quelque chose. Maintenant, imaginez que la pièce tombe sur face un nombre de fois si grand que vous ne pourriez pas l'écrire même en utilisant chaque atome de l'univers comme encre. C'est le degré d'improbabilité dont nous parlons lorsque nous disons que l'univers ne devrait pas exister. Et pourtant, le voici. Et nous voici, à l'intérieur, en train de nous demander pourquoi. Bienvenue dans le plus grand mystère de l'existence, l'annihilation qui n'a jamais fini son travail. Commençons par le commencement, par les tout premiers instants de l'univers. Le Big Bang aurait dû être un événement parfaitement symétrique. Pour chaque particule de matière créée, une particule identique d'antimatière aurait dû apparaître simultanément. C'est ce que prédit la physique des particules avec une précision remarquable. Chaque quark devait avoir son antiquark, chaque électron son positron, chaque proton son antiproton. Les deux populations, matière et antimatière, auraient ensuite dû entrer en collision, s'annihiler mutuellement dans un flamboiement d'énergie pure et ne laisser derrière elles qu'un océan infini de photons, de la lumière, rien que de la lumière, pour l'éternité. L'univers aurait dû être vide de matière, pas d'étoiles, pas de planètes, pas d'atomes, pas de molécules, pas de vie, pas de conscience, juste un bain uniforme de radiation s'étirant et se refroidissant dans un espace en expansion perpétuelle. Un univers de lumière sans personne pour la voir. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Sur chaque milliard de paires matière-antimatière qui se sont annihilées, une seule particule de matière a survécu. 1 sur 1 milliard. Le satellite Planck de l'Agence spatiale européenne a mesuré ce ratio avec une précision stupéfiante. Le rapport baryon-photon est d'environ 6 fois 10 puissance moins 10. 6 particules de matière pour chaque 10 milliards de photons. C'est ce résidu infinitésimal, cette asymétrie presque imperceptible, qui constitue la totalité de la matière que nous connaissons. Chaque galaxie que nous observons dans le ciel nocturne, chaque étoile qui brille, chaque planète qui tourne, chaque montagne, chaque océan, chaque cellule vivante, chaque atome de votre corps, tout cela provient de cette fraction minuscule qui a échappé à l'annihilation cosmique. Pensez-y un instant. Vous êtes fait de ce résidu, de cette poussière rescapée, de cette erreur dans la symétrie parfaite de la création. Si l'annihilation avait été complète, si la symétrie avait été respectée ne serait-ce qu'un tout petit peu plus rigoureusement, rien de ce qui vous entoure n'existerait. Pas même le concept d'existence. Alors pourquoi la matière a-t-elle gagné? Pourquoi cette asymétrie? En 1967, le physicien soviétique Andreï Sakharov a identifié 3 conditions nécessaires pour qu'une telle asymétrie puisse émerger. Premièrement, il faut que le nombre baryonique puisse être violé, c'est-à-dire que des processus physiques puissent créer plus de baryons que d'antibaryons. Deuxièmement, il faut une violation de la symétrie CP, ce qui signifie que la matière et l'antimatière doivent se comporter de manière légèrement différente dans certaines réactions. Troisièmement, il faut un écart par rapport à l'équilibre thermique, car dans un système parfaitement équilibré, toute asymétrie produite serait immédiatement effacée. Ces 3 conditions sont connues sous le nom de conditions de Sakharov. Le modèle standard de la physique des particules contient nominalement des mécanismes pour chacune d'entre elles. Mais voici le problème. Aucun de ces mécanismes n'est suffisant. La violation CP, encodée dans la matrice de mélange des quarks, est beaucoup trop faible, environ 10 milliards de fois trop faible pour expliquer l'asymétrie observée. Et la transition de phase électrofaible, qui aurait dû fournir l'écart nécessaire par rapport à l'équilibre thermique, s'avère ne pas être du premier ordre pour la masse mesurée du boson de Higgs, qui est d'environ 125 gigaélectronvolts. En d'autres termes, la physique que nous connaissons ne peut pas expliquer pourquoi nous existons. Les efforts expérimentaux ont été héroïques.
En 1964, l'expérience de Cronin et Fitch au laboratoire national de Brookhaven a détecté pour la première fois la violation CP dans les désintégrations de kaons, trouvant une asymétrie d'environ 0,2%. Une découverte qui leur a valu le prix Nobel en 1980. Les expériences Babar et Bell ont ensuite confirmé la violation CP dans les systèmes de Meson B. En mars 2019, la collaboration LHCb au CERN a franchi une étape historique en observant pour la première fois la violation CP dans les désintégrations de mésons charmés, avec une significativité statistique de 5,3 sigma. Puis, en mars 2025, LHCb a découvert la violation CP dans la matière baryonique pour la toute première fois. La désintégration des baryons lambda B0 a montré des différences entre matière et antimatière, avec une significativité de 5,2 sigma, un résultat publié dans la revue Nature. Pendant ce temps, l'expérience alpha au CERN a comparé les propriétés spectrales de l'hydrogène et de l'antihydrogène avec une précision de 2 parties par 1000 milliards. Et en 2023, Alpha G a réalisé la première mesure directe, confirmant que l'antimatière tombe vers le bas sous l'effet de la gravité, exactement comme la matière ordinaire. Jeffrey Hangst, le porte-parole d'Alpha, a qualifié cette découverte de jalon dans l'étude de l'antimatière, qui continue de nous mystifier en raison de son absence apparente dans l'univers. Chaque mesure confirme que la matière et l'antimatière sont extraordinairement similaires, ce qui rend la préférence écrasante de l'univers pour la matière encore plus déconcertante. Les principales propositions théoriques, la leptogenèse, la baryogenèse par théorie de grande unification, le mécanisme d'Affleck-Dine, toutes nécessitent une physique au-delà du modèle standard qui reste indétecté à ce jour. Nous existons parce que quelque chose a brisé la symétrie. Mais nous ne savons pas quoi. Et ce que nous savons, c'est que ce quelque chose ne correspond à rien de ce que nos meilleures théories prédisent. C'est une situation extraordinaire. La physique des particules, la discipline qui a prédit avec succès l'existence du neutrino, du quark top, du boson W et Z et du boson de Higgs avant leur découverte, cette même discipline est totalement incapable d'expliquer le fait le plus basique de l'existence. Il y a de la matière dans l'univers et nous ne savons pas pourquoi. Il y a quelque chose de profondément humiliant dans ce constat. Nous avons construit les machines les plus complexes de l'histoire humaine, le grand collisionneur de Hadron, avec ses 27 km de circonférence, ses milliers d'aimants supraconducteurs refroidis à une température plus froide que l'espace interstellaire, ces détecteurs capables de photographier des collisions se produisant en quelques milliardièmes de seconde. Et malgré tout cela, malgré des décennies de données, des milliers d'articles scientifiques, des prix Nobel et des percées expérimentales, la question fondamentale demeure. Pourquoi la matière a-t-elle survécu? Chaque jour, vous vous levez, vous respirez, vous mangez, vous touchez des objets, vous regardez le monde autour de vous. Et chacun de ces actes ordinaires est rendu possible par 1 milliard de particules qui ont été annihilées pour qu'une seule survive. Vous êtes, littéralement, le 1 millionième de l'1%, le résidu miraculeux d'un massacre cosmique dont nous ne comprenons pas la logique. La pire prédiction de l'histoire de la physique. Si l'asymétrie matière-antimatière est troublante, ce qui vient maintenant est proprement vertigineux. Nous allons parler de ce que les physiciens appellent, sans la moindre ironie, la pire prédiction de l'histoire de la physique. Et lorsqu'on parle de la pire prédiction dans un domaine qui a prédit l'existence du boson de Higgs 30 ans avant sa découverte, qui a calculé le moment magnétique de l'électron avec une précision de 10 décimales, qui a prévu l'existence des ondes gravitationnelles un siècle avant leur détection, il faut comprendre que nous sommes face à un échec d'une ampleur sans précédent. Ce n'est pas une prédiction légèrement erronée. Ce n'est pas un facteur 2 ou 10 d'erreur. C'est un gouffre d'une profondeur que l'esprit humain peine à concevoir.
Le problème concerne le vide. Pas le vide au sens courant du terme, pas simplement l'absence de matière, mais le vide quantique, l'état fondamental de tous les champs quantiques qui imprègnent l'espace. Selon la théorie quantique des champs, le vide n'est jamais vraiment vide. Il bouillonne en permanence de ce qu'on appelle des fluctuations du point zéro. Des particules virtuelles apparaissent et disparaissent constamment, empruntant de l'énergie au vide pendant des durées infinitésimales, permises par le principe d'incertitude de Heisenberg. Chaque mode de chaque champ quantique contribue une énergie irréductible d'un demi-h bar oméga. Si l'on additionne toutes ces contributions jusqu'à l'échelle de Planck, la densité d'énergie prédite du vide atteint environ 10 puissance 113 joules par mètre cube. C'est un nombre astronomiquement grand. C'est l'énergie que la théorie quantique des champs prédit pour chaque mètre cube d'espace vide. Maintenant, comparons cette prédiction à la réalité. En 1998, deux équipes concurrentes ont fait une découverte stupéfiante. L'équipe du Supernova Cosmology Project dirigée par Saul Perlmutter et l'équipe de Brian Schmidt et Adam Riess ont découvert que l'expansion de l'univers s'accélère. En observant des supernovas de type 1 dans des galaxies lointaines, ils ont constaté que ces chandelles standards cosmiques étaient 10 à 15% plus éloignées que prévu. Quelque chose pousse l'univers à s'étendre de plus en plus vite. Ce quelque chose, c'est l'énergie du vide, ou énergie noire, et sa densité mesurée est d'environ 5,4 fois 10 puissance moins 10 joules par mètre cube. Arrêtez-vous un instant sur ces deux nombres. La prédiction théorique est de 10 puissance 113. La valeur mesurée est de 10 puissance moins 10. L'écart est d'un facteur 10 puissance 120. 120 ordres de grandeur. Un suivi de 120 zéros. C'est comme si vous demandiez à quelqu'un de prédire la distance entre Paris et Lyon et qu'il vous répondait la distance jusqu'au bout de l'univers observable, multipliée par elle-même, multipliée encore par elle-même, et encore, des designs du fouet. Antonio Padilla, de l'Université de Nottingham, a résumé la situation avec une franchise admirable. Il a déclaré que c'est généralement considéré comme l'un des problèmes les plus embarrassants et les plus difficiles de la physique théorique contemporaine, et que cela suggère qu'il manque quelque chose de fondamental dans notre compréhension de l'univers. Wolfgang Pauli avait été le premier à percevoir l'absurdité de la situation, dans les années 1920. Il avait calculé que si l'énergie du vide gravitait comme prévu, l'univers observable ne s'étendrait même pas jusqu'à la Lune. Il en fut apparemment amusé. Personne ne prit la chose au sérieux à l'époque. Yakov Zeldovich formalisa le problème en 1967, mais il resta académique jusqu'à la découverte de 1998. Le problème se deepened encore après cette découverte. Avant 1998, les théoriciens pouvaient espérer qu'une symétrie inconnue forçait la constante cosmologique à être exactement zéro. Ça aurait été élégant, ça aurait été propre. Mais la découverte de l'accélération cosmique a montré que l'énergie du vide n'est pas zéro. Elle est juste incroyablement, impossiblement petite. Une valeur positive minuscule qui se trouve être, par une coïncidence apparente, à peu près comparable à la densité de matière actuelle de l'univers. Catherine Fries a capturé le paradoxe avec concision. Elle a dit que la valeur de la constante cosmologique est très étrange et que c'est encore plus étrange que zéro. Ce qui rend la situation encore plus désespérante, c'est que plusieurs contributions indépendantes à l'énergie du vide sont individuellement gigantesques. La brisure de symétrie électrofaible à elle seule contribue une énergie de l'ordre de 200 gigaélectronvolts à la puissance 4, ce qui est déjà 55 ordres de grandeur trop grand. La brisure de symétrie chirale de la chromodynamique quantique ajoute une autre contribution, 44 ordres de grandeur trop grande. Pour que la valeur finale soit aussi ridiculement petite que ce qu'on observe, toutes ces contributions énormes, de signes différents et provenant de phénomènes physiques sans rapport les uns avec les autres,
devrait s'annuler avec une précision à couper le souffle. Comme l'a écrit Sean Carroll dans sa revue de référence publiée dans Living Reviews in Relativity, il n'y a aucun obstacle à imaginer que toutes ces contributions s'additionnent avec des signes différents pour produire une constante cosmologique, compatible avec les observations, si ce n'est que cela semble ridicule. La supersymétrie, longtemps espérée comme solution, ne fait que réduire le problème de moitié sur une échelle logarithmique, passant de 10 puissance 120 à environ 10 puissance 60. C'est un progrès, certes, mais qui laisse un gouffre béant. Remarquablement, Steven Weinberg avait anticipé la découverte 11 ans avant qu'elle ne se produise. Dans un article de 1987, utilisant un raisonnement anthropique, il avait prédit une constante cosmologique non nulle, dans 1 à 2 ordres de grandeur de sa borne anthropique supérieure. Son argument était simple mais profond. Si l'énergie du vide avait été beaucoup plus grande, les galaxies n'auraient jamais pu se former, et il n'y aurait personne pour observer l'univers. La découverte de 1998 est tombée exactement dans l'intervalle qu'il avait prédit. Pourtant, Weinberg lui-même reconnaissait le caractère insatisfaisant de cette explication. Il a dit que ce serait une déception si c'était la solution du problème de la constante cosmologique, parce que nous aimerions pouvoir calculer toutes les constantes de la nature à partir de principes premiers, mais que c'est peut-être une déception avec laquelle nous devrons vivre. Tout récemment, en mars 2025, la collaboration DESI, l'instrument spectroscopique pour l'énergie noire, a publié des résultats basés sur près de 15 millions de décalages spectraux de galaxies. Ces résultats montrent, avec une significativité de 4,2 sigma, que l'énergie noire pourrait ne pas être constante du tout, mais s'affaiblir avec le temps. Si cette tendance se confirme au-delà du seuil de 5 sigma, le problème sera entièrement transformé. La constante cosmologique ne serait pas constante, et la physique qui gouverne l'accélération cosmique serait quelque chose d'encore plus étrange que l'énergie du vide. Réfléchissons à ce que cela signifie. La théorie la plus précise et la plus puissante que l'humanité ait jamais développée, la théorie quantique des champs, fait une prédiction sur la quantité d'énergie contenue dans le vide. Et cette prédiction se trompe de 120 ordres de grandeur. Ce n'est pas une petite erreur. Ce n'est pas une correction mineure à apporter. C'est un abîme entre la théorie et l'observation qui suggère que quelque chose de fondamental nous échappe dans notre compréhension de la gravité, de l'énergie ou de l'espace-temps lui-même. Et malgré cet échec spectaculaire, la constante cosmologique observée prend une valeur qui est juste ce qu'il faut, ni trop grande ni trop petite, pour permettre aux galaxies de se former et à la vie d'émerger. C'est comme si quelqu'un avait tourné un cadran cosmique avec une précision de 120 décimales, s'arrêtant exactement à la valeur nécessaire pour qu'un jour, sur une petite planète bleue, des êtres conscients puissent lever les yeux vers le ciel et se demander pourquoi ce cadran a cette valeur précise. Un univers en équilibre sur le fil d'un rasoir. Nous venons de voir que l'énergie du vide est inexplicablement petite. Mais ce n'est qu'un aspect d'un phénomène beaucoup plus large et beaucoup plus troublant. L'univers tout entier semble réglé avec une précision qui défie l'entendement. Les constantes fondamentales de la nature, ces nombres qui déterminent la force de la gravité, l'intensité des forces nucléaires, la manière dont la lumière interagit avec la matière, prennent des valeurs qui se situent dans des intervalles extraordinairement étroits compatibles avec l'existence d'étoiles, d'atomes et de chimie. Changer presque n'importe laquelle de ces constantes d'une fraction infime, et l'univers devient stérile. L'astronome royal Martin Rees a distillé ce constat dans un ouvrage remarquable publié en 1999, intitulé « Juste 6 nombres ». Il y identifie 6 nombres fondamentaux qui, ensemble, constituent la recette de notre univers. Le premier est le rapport entre la force électromagnétique et la force gravitationnelle, un nombre immense d'environ 10 puissance 36. Si ce rapport était significativement plus petit, les étoiles seraient minuscules, brûleraient trop rapidement et les planètes ne pourraient pas se former.
Le deuxième est l'efficacité nucléaire de la fusion de l'hydrogène, un nombre appelé epsilon, qui vaut 0,007. C'est la fraction de la masse de l'hydrogène qui est convertie en énergie lors de la fusion. Si epsilon était de 0,006 au lieu de 0,007, les protons ne pourraient pas se lier aux neutrons et il n'existerait rien d'autre que de l'hydrogène dans l'univers. Pas de carbone, pas d'oxygène, pas de fer, pas de planète rocheuse, pas de vie. Si epsilon était de 0,008, tout l'hydrogène aurait fusionné dans les premiers instants du Big Bang et il ne resterait rien pour alimenter les étoiles. Le troisième est le paramètre de densité oméga, dont la valeur est extraordinairement proche de 1. Si, dans l'univers primitif, ce paramètre avait dévié de l'unité ne serait-ce que d'une partie sur 10 puissance 62, l'univers se serait soit effondré sur lui-même presque immédiatement, soit dilué trop rapidement pour que la moindre structure puisse se former. Le quatrième est la constante cosmologique lambda, dont nous venons de parler. Le cinquième est l'amplitude des fluctuations primordiales, un nombre appelé Q qui vaut environ 10 puissance moins 5. C'est ce nombre qui détermine le degré d'inhomogénéité de l'univers primitif. Si Q avait été plus petit, aucune structure n'aurait pu se former, pas de galaxie, pas d'étoiles. Si Q avait été plus grand, tout se serait effondré en trous noirs. Le sixième est le nombre de dimensions spatiales, qui est 3. C'est la seule valeur qui permet à la fois des orbites planétaires stables et des atomes stables. Dans un univers à 2 dimensions spatiales, la complexité nécessaire à la vie serait impossible. Dans un univers à 4 dimensions spatiales, les orbites seraient instables et les atomes s'effondreraient. Martin Rees a écrit que ces 6 nombres constituent une recette pour un univers et que le résultat est sensible à leur valeur. Si l'un d'entre eux n'était pas accordé, il n'y aurait ni étoiles ni vie. Mais la liste de Rees n'est que le début. La constante de structure fine, alpha, qui vaut environ 1 sur 137,036, gouverne toutes les interactions électromagnétiques et donc toute la chimie. En 2020, cette constante a été mesurée avec une précision de 81 parties par 1000 milliards. Richard Feynman l'a décrite comme l'un des plus grands mystères de la physique, un nombre magique qui nous parvient sans que les humains ne le comprennent. Il a ajouté, avec l'humour qui le caractérisait, que l'on pourrait dire que la main de Dieu a écrit ce nombre, et que nous ne savons pas comment il a poussé son crayon. La force nucléaire forte doit être ajustée à environ 2% près. Si elle était légèrement plus forte, les 10 protons deviendraient stables, ce qui altérerait radicalement la physique stellaire. Si elle était environ 5% plus faible, aucun élément au-delà de l'hydrogène ne pourrait exister. Le rapport de la masse du proton à celle de l'électron, qui est de 1836,15, est crucial pour la chimie moléculaire. L'exemple le plus saisissant concerne peut-être le carbone. Au début des années 1950, l'astrophysicien Fred Hoyle s'est trouvé confronté à un problème. L'abondance cosmique du carbone ne pouvait pas s'expliquer par les réactions nucléaires connues. Pour que le carbone puisse se former en quantité suffisante dans les étoiles, il fallait qu'il existe un niveau d'énergie excitée très précis dans le noyau de carbone 12, à environ 7,65 mégaélectronvolts. Hoyle a prédit l'existence de cette résonance. Personne ne l'avait observée. Il a demandé aux expérimentateurs du Caltech de la chercher. Ils l'ont trouvée exactement là où il avait dit qu'elle serait. Cette découverte a profondément marqué Hoyle. Lui qui était athée et défenseur de l'état stationnaire de l'univers, a écrit ces mots remarquables. Il a dit qu'une interprétation de bon sens des faits suggère qu'un superintellect a manipulé la physique, ainsi que la chimie et la biologie, et qu'il n'y a pas de forces aveugles qui méritent qu'on en parle dans la nature. Que l'on soit d'accord ou non avec la conclusion de Hoyle, le constat factuel demeure. Les constantes semblent conspirer pour permettre la complexité. Pensons à ce que cela implique concrètement. Si vous deviez choisir au hasard
les valeurs de toutes les constantes fondamentales de la physique, en tournant des cadrans sans savoir ce que chacun fait, la probabilité de tomber sur un ensemble de valeurs compatibles avec l'existence d'étoiles, de planètes, de chimie et de vie est si infinitésimalement petite qu'elle est essentiellement nulle. C'est comme si vous fermiez les yeux, lanciez une fléchette à travers un univers entier et touchiez une cible de la taille d'un atome. John Barrow et Frank Tipler ont catalogué des dizaines de ces coïncidences apparentes dans leur ouvrage Le principe anthropique cosmologique. La masse du neutron dépasse celle du proton de seulement 0,14%. Si cette différence était légèrement plus grande, les neutrons se désintégreraient trop vite pour former des noyaux complexes. Si elle était légèrement plus petite, les protons se transformeraient en neutrons et il n'y aurait pas d'atomes d'hydrogène, pas d'eau, pas de chimie organique. La masse de l'électron, environ 1836 fois plus légère que le proton, permet aux atomes d'avoir des tailles bien plus grandes que les noyaux atomiques, créant ainsi l'espace nécessaire pour la chimie. Si l'électron était plus lourd, les atomes seraient plus petits, les liaisons chimiques plus rigides, et la flexibilité nécessaire à la biochimie disparaîtrait. La gravité est environ 10 puissance 36 fois plus faible que la force électromagnétique. Cette faiblesse apparente est en réalité essentielle. Si la gravité était ne serait-ce que légèrement plus forte, les étoiles brûleraient beaucoup plus vite et exploseraient avant que la vie ait le temps d'évoluer. Si elle était plus faible, les étoiles ne pourraient pas se former du tout, car les nuages de gaz ne s'effondreraient jamais sous leur propre poids. Chaque constante, chaque force, chaque masse de particules semble occuper une position presque miraculeuse dans l'espace des possibles. Le physicien Freeman Dyson a résumé le sentiment de nombreux scientifiques face à ce constat, en disant que l'univers savait, d'une certaine manière, que nous allions venir. Le problème de la platitude est l'horizon impossible. La précision du réglage ne s'arrête pas aux constantes fondamentales. La géométrie même de l'univers présente une coïncidence qui donne le vertige. Pour comprendre ce problème, il faut d'abord comprendre ce que signifie la géométrie de l'univers. La relativité générale d'Einstein nous enseigne que l'espace n'est pas un simple contenant rigide et immuable. L'espace est dynamique, malléable, courbé par la présence de masse et d'énergie. La géométrie globale de l'univers dépend de sa densité totale de masse-énergie. Si cette densité est supérieure à une certaine valeur critique, l'espace se courbe sur lui-même, comme la surface d'une sphère, et l'univers est fini et fermé. Si elle est inférieure à cette valeur, l'espace se courbe en sens inverse comme une selle, et l'univers est ouvert et infini. Et si la densité est exactement égale à la valeur critique, l'espace est plat, comme une table infinie. Le satellite Planck a mesuré le paramètre de densité totale de l'univers à une valeur de oméga égale à 1,000, plus ou moins 0,002. L'univers est plat, pas courbé positivement comme une sphère, ni négativement comme une selle. Plat, avec une précision extraordinaire. Le problème est que la platitude, oméga égale à 1, est un point d'équilibre instable. Imaginez un crayon en équilibre sur sa pointe. La moindre perturbation le fait tomber d'un côté ou de l'autre. De même, tout écart par rapport à oméga égale à 1 s'amplifie au cours du temps cosmique. Pour que l'univers soit aussi proche de la platitude aujourd'hui, après 13,8 milliards d'années d'expansion, il fallait qu'au temps de Planck, c'est-à-dire 10 puissance moins 43 secondes après le Big Bang, oméga soit égal à 1 avec une précision d'environ 60 décimales. C'est comme si vous deviez régler un thermostat avec une précision d'un milliardième de milliardième de milliardième de milliardième de milliardième de milliardième de degré. Robert Dicke a formulé ce problème pour la première fois en 1969. Et c'est ce problème de la platitude qui, 9 ans plus tard, a inspiré Alan Guth, alors qu'il assistait à une conférence de Dicke à l'université Cornell, à développer la théorie de l'inflation cosmique. Le problème de l'horizon est tout aussi stupéfiant. Le fond diffus cosmologique,
cette lueur résiduelle du Big Bang que nous détectons dans toutes les directions du ciel, a une température de 2,7255 Kelvin. Cette température est uniforme à une partie sur 100 000 dans toutes les directions. Les régions les plus éloignées du ciel observable, séparées par des dizaines de milliards d'années-lumière, ont exactement la même température. Mais voici le problème. Au moment où cette lumière a été émise, environ 380 000 ans après le Big Bang, ces régions n'avaient jamais été en contact causal. La lumière n'avait pas eu le temps de voyager de l'une à l'autre. Aucun signal, aucune information, aucune énergie n'avait pu passer entre elles. Et pourtant, elles sont toutes à la même température. C'est comme si vous entriez dans une pièce contenant des milliers de thermomètres qui n'ont jamais été en contact les uns avec les autres, et que vous constatiez qu'ils affichent tous exactement la même lecture au 100 millième de degré près. Comme Guth l'a expliqué, pour que l'univers ait pu se lisser de cette manière, il aurait fallu, dans le cadre de la théorie standard du Big Bang, que l'énergie et l'information soient transmises à environ 100 fois la vitesse de la lumière. L'inflation cosmique, la proposition de Guth en 1981, résout élégamment ces deux problèmes. Selon cette théorie, l'univers a subi une expansion exponentielle d'un facteur d'au moins 10 puissance 26 en environ 10 puissance moins 34 secondes. Un minuscule fragment d'espace, déjà thermalisé et homogène, a été étiré pour englober la totalité de l'univers observable, entraînant oméga vers l'unité. Les prédictions de l'inflation, la platitude spatiale, un spectre de perturbations quasiment invariant d'échelle avec un indice spectral NS d'environ 0,965, des perturbations gaussiennes et adiabatiques ont toutes été confirmées par les observations, notamment par le satellite Planck, avec une significativité de plus de 8 sigma. Mais l'inflation soulève ses propres questions. Paul Steinhardt, qui a co-développé la nouvelle inflation en 1982 et qui a été le premier à décrire l'inflation éternelle en 1983, est devenu l'un de ses critiques les plus acérés. Il soutient que l'inflation produit génériquement un multivers éternel et auto-reproducteur où, selon les propres mots de Guth, tout ce qui peut arriver arrivera. Et en fait, cela arrivera un nombre infini de fois. Si l'inflation prédit tout, argue Steinhardt, elle ne prédit rien. Son article de 2017 dans Scientific American, coécrit avec Anna Ijaz et Abraham Loeb, a déclenché une réponse féroce signée par 33 physiciens, dont Guth, Lind, Hawking et Weinberg. Le débat reste irrésolu à ce jour. L'alternative proposée par Steinhardt, le modèle ekpyrotique ou cyclique, dans lequel le Big Bang est remplacé par un grand rebond, prédit l'absence d'ondes gravitationnelles primordiales. Les futures mesures de la polarisation en mode B du fond diffus cosmologique pourraient trancher le débat. Si des ondes gravitationnelles primordiales sont détectées, l'inflation serait renforcée. Si elles ne le sont pas, les alternatives gagneraient en crédibilité. Mais qu'il s'agisse de l'inflation ou d'une théorie alternative, le problème fondamental demeure. Quelque chose a produit un univers extraordinairement homogène, extraordinairement plat, avec exactement la bonne amplitude de fluctuation pour former des galaxies. Et nous ne comprenons pas pourquoi ces conditions initiales ont été si finement ajustées. C'est comme si, au moment de sa naissance, l'univers avait reçu un jeu de cartes parfaitement mélangé, et que ce mélange avait produit, contre toute probabilité, exactement la séquence nécessaire pour que, 13,8 milliards d'années plus tard, des créatures conscientes puissent contempler les étoiles et se poser des questions sur leur propre existence. Le sol sous nos pieds pourrait s'effondrer. Nous avons vu que les constantes de l'univers semblent réglées avec une précision extraordinaire. Nous avons vu que la géométrie de l'espace est plate, avec une exactitude vertigineuse. Nous avons vu que l'inflation cosmique soulève autant de questions qu'elle en résout. Mais il y a encore une raison de plus, pour laquelle l'univers ne devrait pas exister sous sa forme actuelle. Et cette raison concerne le champ même qui donne leur masse aux particules fondamentales.
Le champ de Higgs. Le 4 juillet 2012, le CERN a annoncé la découverte du boson de Higgs, la particule responsable de conférer leur masse aux autres particules fondamentales. La masse du boson de Higgs a été mesurée à environ 125,1 gigaélectronvolts, et les mesures les plus récentes de l'expérience Atlas l'ont affiné à 125,11, plus ou moins 0,11 gigaélectronvolts. Cette découverte a couronné des décennies de recherche et complété le modèle standard de la physique des particules. Mais elle portait en elle une implication profondément inquiétante. La masse du boson de Higgs, combinée à celle du quark top, qui est d'environ 172,5 gigaélectronvolts, place le vide de notre univers dans ce que les physiciens appellent un état métastable. Nous ne vivons pas dans le vide le plus stable possible. Nous vivons dans un faux vide, une cuvette locale du paysage énergétique, séparée du vrai vide, l'état de plus basse énergie, par une barrière d'énergie. Imaginez une bille posée dans un creux au sommet d'une colline. La bille est stable tant que rien ne la pousse par-dessus le rebord. Mais le vrai fond de la vallée est bien plus bas. Si un événement quantique, une fluctuation aléatoire, poussait un minuscule fragment d'espace par-dessus cette barrière, une bulle de vrai vide se formerait et commencerait à s'étendre à une vitesse proche de celle de la lumière. À l'intérieur de cette bulle, les masses des particules, l'intensité des forces, la nature même de la matière stable changeraient. La chimie, la biologie, les atomes tels que nous les connaissons cesseraient d'exister. Comme l'a noté l'astrophysicienne Katie Mack, l'instant où vous verriez cette bulle arriver serait aussi l'instant de votre mort. John Ellis, du CERN, a expliqué que les derniers calculs indiquent que le bord du chapeau mexicain, cette forme caractéristique du potentiel de Higgs, se retourne vers le bas lorsque la valeur du champ dépasse sa valeur actuelle d'environ 10 ordres de grandeur. Cela implique que notre vide n'est pas le vide le plus stable, et donc pas le vrai vide du modèle standard. Faut-il paniquer? Non. Le calcul le plus précis à ce jour, réalisé par Chigusa, Moroi et Shoji, place le taux de désintégration du vide métastable à environ 10 puissance moins 554 par giga-année par gigaparsec cube. La durée de vie attendue de notre faux vide dépasse l'âge de l'univers de centaines d'ordres de grandeur. Nous sommes en sécurité sur toute échelle de temps humainement concevable. Mais le fait que nous vivions dans ce qui pourrait être une configuration temporaire de la réalité, une configuration qui pourrait, en principe, être anéantie par une fluctuation quantique, ajoute une dimension supplémentaire à l'improbabilité de notre existence. Butazzo et ses collaborateurs ont inventé le terme de quasi-criticité pour décrire la position du boson de Higgs presque exactement à la frontière entre stabilité et métastabilité. Que ce soit une coïncidence, un indice vers une physique plus profonde, ou la preuve que de nouvelles particules au-delà du modèle standard stabilisent notre vide, reste une question ouverte. Il y a quelque chose de profondément troublant dans cette idée. Non seulement l'univers ne devrait pas exister selon les probabilités, mais même maintenant qu'il existe, il pourrait être temporaire. Nous vivons dans un château de cartes quantiques. Un château qui tient depuis 13,8 milliards d'années, certes, et qui tiendra vraisemblablement pendant des milliards d'années encore. Mais un château dont les fondations ne sont pas absolument stables. Le sol sous nos pieds, au sens le plus fondamental du terme, le vide quantique qui sous-tend toute réalité physique, pourrait ne pas être le plancher final. C'est comme découvrir que votre maison est construite sur une mince couche de glace au-dessus d'un abîme insondable. La glace est épaisse, extraordinairement épaisse. Elle ne fondra probablement pas avant un temps inconcevable. Mais le simple fait de savoir que l'abîme est là change quelque chose à votre manière de percevoir le monde. La solidité apparente de la réalité est une illusion d'échelle. À l'échelle des champs quantiques, nous vivons dans un état suspendu entre l'être et le non-être. La flèche qui ne devrait pointer nulle part.
Roger Penrose a identifié ce qui est peut-être l'énigme la plus profonde de toutes. Pourquoi l'univers a-t-il commencé dans un état d'entropie extraordinairement basse? Le deuxième principe de la thermodynamique nous dit que l'entropie, le désordre, augmente toujours. Nous expérimentons cela comme la flèche du temps. Les œufs se brisent, mais ne se reconstituent pas. Le café refroidit, mais ne se réchauffe pas spontanément. Les châteaux de sable s'érodent, mais ne se construisent pas tout seuls. Mais le deuxième principe n'explique ce qui se passe qu'après un point de départ à basse entropie. Il ne peut pas expliquer pourquoi ce point de départ était à basse entropie en premier lieu. L'intuition clé que Penrose a développée au fil de décennies de travail est contre-intuitive. Une distribution lisse et uniforme de matière, comme celle de l'univers primitif, semble désordonnée dans les termes de la vie quotidienne, mais elle est en réalité gravitationnellement extraordinaire. Lorsqu'on inclut la gravité dans le calcul, l'état d'entropie maximale n'est pas un gaz uniforme, c'est une collection de trous noirs. L'entropie de Bekenstein-Hawking d'un seul trou noir de masse solaire est d'environ 10 puissance 77. L'entropie totale du fond diffus cosmologique est d'environ 10 puissance 88. Mais l'entropie maximale possible de toute la matière dans l'univers observable, si elle était effondrée en trou noir, serait d'environ 10 puissance 123. L'univers primitif, lisse et uniforme, n'a utilisé presque rien de ce budget anthropique gravitationnel. Penrose a calculé la probabilité d'un tel état initial. Le résultat est le nombre le plus stupéfiant de toute la physique. L'univers devait être dirigé vers une cible, dans l'espace des phases, occupant environ une partie sur 10 puissance 10 puissance 123. Comme il l'a écrit dans L'Empereur des Esprits, on ne pourrait même pas écrire ce nombre en entier. Ce serait un suivi de 10 puissance 123 zéros successifs. Même si nous devions écrire un zéro sur chaque proton et chaque neutron séparé dans l'univers entier, et que nous pouvions y ajouter toutes les autres particules pour faire bonne mesure, nous serions très loin d'écrire le chiffre nécessaire. Ce nombre est si grand qu'il rend toute autre improbabilité dérisoire par comparaison. La probabilité de gagner à la loterie des dizaines de fois de suite est essentiellement une certitude à côté de ce nombre. La probabilité qu'un singe tape l'intégralité des œuvres de Shakespeare par hasard est incomparablement plus élevée. Nous parlons d'un degré de spécialisation qui semble exiger une explication, et nous n'en avons aucune. Penrose a proposé l'hypothèse de la courbure de Weyl comme caractérisation géométrique de ce phénomène. Au Big Bang, le tenseur de courbure de Weyl, qui encode les degrés de liberté purement gravitationnels, était nul ou négligeable. Aux singularités des trous noirs, il diverge vers l'infini. Cette asymétrie entre les singularités initiales et finales encode le deuxième principe de la thermodynamique de manière géométrique. Sa cosmologie cyclique conforme tente une solution audacieuse. L'univers subirait des cycles infinis, les trous noirs agissant comme des puits d'entropie qui réinitialisent l'entropie gravitationnelle entre les éons. Sean Carroll a été tout aussi incisif sur cette question. Il est d'accord avec Penrose que l'inflation ne résout pas le problème de l'entropie. Carroll a écrit que pour que l'inflation démarre, il faut des conditions initiales d'entropie encore plus basses que celles impliquées par le modèle standard du Big Bang, et que l'inflation ne fait que rendre le problème plus difficile. Carroll soutient que la flèche du temps est fondamentalement cosmologique. Comprendre la flèche du temps, a-t-il dit, c'est comprendre l'origine de l'univers. Richard Feynman était parvenu à une conclusion similaire dans ses cours de physique. Il a écrit que nous devons donc conclure que l'univers n'est pas une fluctuation, et que l'ordre est un souvenir des conditions qui régnaient quand les choses ont commencé. Ce qui ne veut pas dire, ajoutait-il, que nous comprenons la logique de la chose. Arrêtons-nous un instant sur l'immensité de ce nombre, 10 puissance 123. Les êtres humains n'ont pas l'intuition pour appréhender des nombres de cette taille. Essayons quand même. Le nombre total d'atomes dans l'univers observable est d'environ 10 puissance 80. C'est déjà un nombre inconcevablement grand. Mais le nombre de Penrose n'est pas 10 puissance 80,
Ce n'est même pas 10 puissance 123, c'est 10 puissance 10 puissance 123. L'exposant lui-même est un nombre astronomique. C'est un nombre si grand que tous les nombres que nous utilisons dans la vie quotidienne, et même dans la physique quotidienne, sont essentiellement zéro par comparaison. Pour donner une analogie très imparfaite, imaginez que la probabilité de notre univers soit représentée par la taille d'un grain de sable. Alors l'ensemble de tous les univers possibles serait représenté non pas par une plage, non pas par tous les déserts de la Terre, non pas par tous les grains de sable de la galaxie, mais par quelque chose de tellement plus vaste que le concept même de comparaison perd son sens. Et pourtant, c'est exactement cet univers, cet exact grain de sable dans l'océan infini des possibles, qui existe. C'est exactement cette configuration, parmi un nombre inimaginable de configurations possibles, qui s'est réalisée. La question de savoir pourquoi est peut-être la question la plus profonde que la science ait jamais posée. L'énigme de la basse entropie engendre un autre paradoxe, le problème des cerveaux de Boltzmann, une réduction par l'absurde pour certains modèles cosmologiques. Dans un univers tendant vers l'équilibre thermique au fil d'un temps infini, des fluctuations aléatoires produiront occasionnellement n'importe quelle structure, y compris un cerveau isolé doté de faux souvenirs. Les petites fluctuations étant exponentiellement plus probables que les grandes, ces cerveaux de Boltzmann isolés devraient vastement surpasser en nombre les univers entiers contenant des observateurs ayant évolué par sélection naturelle. Si nous sommes des observateurs typiques, nous devrions nous attendre à être des cerveaux de Boltzmann, mais nous ne le sommes manifestement pas. Sean Carroll a argué que le propos des cerveaux de Boltzmann n'est pas qu'ils constituent une prédiction fascinante, mais qu'ils constituent une réduction par l'absurde destinée à montrer l'absurdité d'un certain type de cosmologie. Toute théorie cosmologique qui prédit que les cerveaux de Boltzmann surpassent en nombre les observateurs normaux est considérée comme réfutée, une contrainte étonnamment puissante sur les modèles d'inflation éternelle et de multivers. Le paradoxe des cerveaux de Boltzmann illustre de manière frappante à quel point le problème de l'entropie initiale est fondamental. Ce n'est pas simplement un problème technique de cosmologie, c'est un problème qui touche à la nature même de la réalité et de la connaissance. Si nous ne pouvons pas expliquer pourquoi l'entropie de l'univers primitif était si basse, alors nous ne pouvons pas exclure, de manière purement théorique, que tout ce que nous croyons savoir est une illusion thermodynamique, que nos souvenirs, notre science, notre compréhension de l'univers ne sont qu'une fluctuation statistique dans un océan de chaos. La raison pour laquelle nous rejetons cette possibilité n'est pas parce que nos théories l'excluent, mais parce que nous refusons de l'accepter. Et ce refus, bien que rationnel, souligne l'insuffisance de nos modèles actuels. Les 95% invisibles. Nous avons exploré les mystères de l'énergie du vide, des constantes fondamentales, de l'entropie et du champ de Higgs. Chacun de ces mystères est profond en soi. Mais il en est un autre, peut-être le plus humiliant de tous pour l'espèce humaine. Environ 95% de l'univers est composé de substances que nous ne pouvons pas identifier. La matière noire constitue environ 85% de toute la matière, soit 27% de la masse énergie totale. L'énergie noire représente environ 68%. Les atomes ordinaires, tout ce que nous pouvons voir, toucher et étudier dans nos laboratoires, ne représentent que 4,9%. Arrêtons-nous sur ce chiffre. 4,9%. Toute la matière que vous avez jamais vue, touchée, goûtée, sentie, tous les continents, tous les océans, toutes les étoiles visibles, toutes les nébuleuses photographiées par le télescope spatial Hubble, tout cela ne constitue que moins d'un vingtième de ce qui existe. Nous sommes, littéralement, un résidu minoritaire dans un univers dominé par des substances fantômes. Les preuves de l'existence de la matière noire sont accablantes et diverses. Fritz Zwicky l'a inféré pour la première fois en 1933 à partir des vitesses orbitales impossiblement rapides des galaxies dans l'amas de la chevelure de Bérénice.
Vera Rubin et Kent Ford l'ont confirmé dans les années 1970 grâce aux courbes de rotation plate des galaxies. Les étoiles au bord des galaxies orbitent aussi vite que celles près du centre, ce qui implique l'existence de halos massifs et invisibles de matière supplémentaire. L'amas du Boulet, observé en 2006, a fourni ce que ses découvreurs ont appelé une preuve empirique directe de l'existence de la matière noire. Lors de la collision de deux amas de galaxies, les cartes de lentilles gravitationnelles ont montré que la distribution de masse était décalée par rapport au gaz chaud visible en rayon X, avec une significativité de 8 sigma. C'est exactement ce que l'on attend si la matière noire traverse les collisions sans interagir électromagnétiquement. Le satellite Planck a mesuré la densité de matière noire avec une précision extraordinaire grâce aux oscillations acoustiques du fond diffus cosmologique. Le résultat est ωCh² égale à 0,120, plus ou moins 0,001. Et pourtant, aucune particule de matière noire n'a jamais été directement détectée. Les WIMP, ces particules massives à interaction faible longtemps favorites, bénéficiaient du miracle WIMP, le fait qu'une particule avec des interactions à l'échelle de la force faible produit naturellement l'abondance observée de matière noire. Mais l'expérience Lux Zeppelin, le détecteur le plus sensible au monde avec 7 tonnes de xénon liquide enterré à 1,5 miles sous terre dans le Dakota du Sud, a rapporté en décembre 2025 qu'elle n'avait trouvé aucun WIMP jusqu'à une section efficace d'environ 9,2 fois 10 puissance moins 48 cm², soit 3 millions de fois plus sensible que les détecteurs d'il y a 2 décennies. Xénon NT et Panda X4T rapportent des résultats nuls similaires. L'expérience ADMX a commencé à sonder l'espace paramétrique des actions avec une sensibilité de niveau découverte, excluant les actions DFSZ autour de 3,3 microélectronvolts en 2025. Rocky Kolb, de l'Université de Chicago, a capturé l'état d'esprit de la communauté. Il a dit que nous sommes maintenant plus dans le noir au sujet de la matière noire que nous ne l'étions il y a 5 ans. Ce résultat négatif est en lui-même riche d'enseignements. Pendant des décennies, le candidat favori pour la matière noire était le WIMP, une particule qui aurait été naturellement produite en bonne quantité dans l'univers primitif et qui aurait interagi avec la matière ordinaire juste assez faiblement pour avoir échappé à la détection jusqu'ici, mais juste assez fortement pour être détectable avec les instruments de la prochaine génération. C'était une hypothèse élégante, économique, et motivée par des considérations de physique des particules indépendantes de la cosmologie, et elle semble de plus en plus improbable. Si les WIMPs n'existent pas, alors la matière noire est quelque chose de plus exotique, de plus élusif, de plus étranger à nos intuitions physiques que ce que nous avions espéré. Elle pourrait être constituée d'actions, des particules ultra-légères prédites à l'origine, pour résoudre un problème en chromodynamique quantique. Elle pourrait être constituée de particules provenant de secteurs cachés, des familles entières de particules qui n'interagissent avec notre matière que par la gravité. Elle pourrait même être quelque chose d'entièrement nouveau, quelque chose que nos théories actuelles n'ont même pas envisagé. Et il reste toujours la possibilité, minoritaire mais persistante, que la matière noire n'existe pas du tout, que ce que nous attribuons à une matière invisible soit en réalité le signe que notre compréhension de la gravité est incorrecte à grande échelle. La dynamique newtonienne modifiée, ou MOND, proposée par Mordechai Milgrom en 1983, reproduit les courbes de rotation des galaxies sans matière noire. Mais elle peine à expliquer les observations de l'amas du Boulet et du fond diffus cosmologique. Le débat continue, et avec lui, notre ignorance. L'énergie noire est encore plus énigmatique. Depuis sa découverte par l'accélération de l'expansion en 1998, sa nature est restée opaque. Elle se comporte comme une constante cosmologique avec une équation d'état W d'environ moins 1,03, plus ou moins 0,03. Cela signifie que sa densité d'énergie reste approximativement constante,
alors que l'espace s'étend, une propriété profondément étrange. Dans la physique ordinaire, quand vous augmentez le volume d'un récipient, l'énergie par unité de volume diminue. Le gaz se dilue. Mais l'énergie noire ne se dilue pas. Chaque nouveau mètre cube d'espace qui apparaît contient exactement la même quantité d'énergie noire que les mètres cubes existants. C'est comme si l'énergie surgissait du néant pour remplir chaque parcelle d'espace nouvellement créée. Et personne ne sait pourquoi. Pour compliquer le mystère, il y a la tension de Hubble. Les mesures locales du taux d'expansion effectuées par l'équipe SH0ES utilisant les céphéides et les supernovae donnent une valeur de 73,04, plus ou moins 1,04 km par seconde par mégaparsec. Mais les valeurs dérivées du fond diffus cosmologique par le satellite Planck donnent 67,4, plus ou moins 0,5 km par seconde par mégaparsec. L'écart dépasse 5 sigma. Le télescope spatial James Webb a confirmé en 2024 que les mesures locales ne sont pas causées par une erreur systématique. Quelque chose de fondamental manque peut-être à notre modèle cosmologique. Prenons un instant pour absorber la totalité de ce que nous venons de décrire. Nous vivons dans un univers dont 95% nous est invisible. La substance qui domine gravitationnellement l'univers, la matière noire, n'a jamais été détectée directement malgré des décennies d'efforts avec les instruments les plus sensibles jamais construits. La force qui accélère l'expansion de l'univers, l'énergie noire, défie notre compréhension fondamentale de la physique des champs quantiques. Et les deux mesures les plus précises du taux d'expansion de l'univers se contredisent mutuellement à un niveau de significativité qui rend l'erreur statistique essentiellement impossible. C'est comme si vous viviez dans une maison et que vous découvriez que 95% de cette maison est constituée de pièces que vous ne pouvez pas voir, pas toucher, pas sentir, mais dont vous pouvez déduire l'existence par le craquement des planchers et la courbure des murs, et que la maison elle-même s'étend de plus en plus vite, poussée par une force que vous ne pouvez pas identifier et que vos meilleures théories n'arrivent pas à expliquer. L'humilité scientifique exige que nous reconnaissions l'ampleur de notre ignorance. Après 4 siècles de sciences modernes, après Newton, Maxwell, Einstein, Bohr, Feynman et Hawking, nous ne connaissons la nature que de 5% de l'univers. Les 95% restants sont un blanc dans la carte de notre connaissance. Un terra incognita cosmologique qui nous rappelle que l'aventure de la découverte n'est pas terminée, qu'elle ne fait peut-être que commencer. Et comme si cela ne suffisait pas, les fondements même de notre compréhension de la réalité physique, les fondements quantiques sur lesquels repose toute la physique moderne, sont eux aussi enveloppés de mystères. La matière qui compose les 5% que nous connaissons obéit à des lois que personne ne comprend vraiment. La réalité se fissure sous l'inspection. La mécanique quantique est la théorie la plus précisément testée de toute la science. Ses prédictions ont été vérifiées à plus de 10 décimales, pour des quantités comme le moment magnétique de l'électron. Et pourtant, après un siècle d'existence, les physiciens ne parviennent pas à se mettre d'accord sur ce qu'elles signifient. Richard Feynman a déclaré dans Le caractère des lois physiques « Je pense que je peux affirmer en toute sécurité que personne ne comprend la mécanique quantique. Le problème de la mesure est au cœur de la confusion. Les systèmes quantiques évoluent de manière déterministe selon l'équation de Schrödinger, existant dans des superpositions de tous les états possibles. Un électron n'est pas ici ou là, il est ici et là simultanément, dans une brume de probabilité. Un atome radioactif n'a pas encore décidé s'il s'est désintégré ou non. Le chat de Schrödinger est mort et vivant en même temps. Mais lorsqu'on effectue une mesure, on obtient invariablement un résultat unique et définitif. La fonction d'onde s'effondre. La brume de probabilité se cristallise en une réalité concrète. Rien dans le formalisme mathématique ne décrit cette transition. Les équations sont linéaires et déterministes.
Mais le résultat de la mesure est aléatoire et irréversible. C'est comme si le livre de la nature avait 2 chapitres écrits dans des langues incompatibles. Feynman considérait l'expérience des fentes de Young comme l'expression la plus pure de ce mystère. Quand on tire des électrons un par un à travers 2 fentes, chaque électron frappe l'écran en un seul point, comme une particule. Mais au fil du temps, les impacts individuels forment un motif d'interférence, comme une onde. Chaque électron semble passer par les 2 fentes simultanément, interférant avec lui-même. Si l'on place un détecteur pour observer par quelle fente l'électron passe, le motif d'interférence disparaît. L'acte d'observation change le résultat. La nature du phénomène dépend de la question que l'on pose. Feynman a dit que nous choisissons d'examiner un phénomène qu'il est impossible, absolument impossible, d'expliquer de manière classique et qui contient le cœur de la mécanique quantique. En réalité, il contient le seul mystère. Einstein refusait d'accepter les implications. Il a écrit à Max Born en 1926 que la théorie produit beaucoup de résultats, mais nous rapproche à peine du secret du vieux. Il était convaincu que Dieu ne joue pas aux dés. Son article EPR de 1935, avec Podolsky et Rosen, arguait que la mécanique quantique devait être incomplète, que des variables cachées devaient sous-tendre le hasard apparent. La réplique de Bohr est devenue légendaire. Il aurait dit à Einstein d'arrêter de dire à Dieu ce qu'il devait faire avec ses dés. Le débat semblait philosophique, jusqu'à ce que John Bell prouve en 1964 que les théories à variables cachées font des prédictions expérimentalement distinguables de la mécanique quantique. Les expériences historiques d'Alain Aspect en 1982, puis les tests sans faille qui ont suivi, ont réfuté de manière décisive les variables cachées locales. Alain Aspect, John Clauser et Anton Zeilinger ont partagé le prix Nobel de physique 2022 pour ces expériences. Le paysage interprétatif reste fracturé. L'interprétation de Copenhague refuse de décrire la réalité entre les mesures. L'interprétation des mondes multiples soutient que chaque mesure fait bifurquer l'univers en copies parallèles. Pas d'effondrement, mais une infinité de mondes. La décohérence explique comment l'interférence quantique disparaît par interaction avec l'environnement, mais ne peut pas expliquer pourquoi un résultat particulier est observé. Werner Heisenberg a capturé le vertige ontologique en disant que les atomes ou les particules élémentaires ne sont pas réels en eux-mêmes. Ils forment un monde de potentialités ou de possibilités plutôt qu'un monde de choses ou de faits. Hawking avait eu le dernier mot sur Einstein. Il a dit que Dieu non seulement joue aux dés, mais qu'il les lance parfois là où on ne peut pas les voir. Ce que la mécanique quantique nous dit, en définitive, c'est que la réalité au niveau le plus fondamental n'est pas ce que nos sens nous racontent. La table devant vous, qui semble solide, continue et définie, est en fait un nuage de probabilités quantiques, un essaim de particules dont aucune n'a de position définie tant qu'elle n'est pas observée. La matière qui compose votre main est faite d'atomes qui sont essentiellement du vide, avec un noyau minuscule entouré d'un nuage électronique flou. Et même ce noyau, si on l'examine de plus près, est un bouillonnement de quarks et de gluons dont les propriétés changent selon la manière dont on les observe. La réalité telle que nous la percevons n'est pas la réalité telle qu'elle est. C'est une approximation, une carte grossière d'un territoire que nous ne voyons jamais directement. Et le territoire lui-même, le monde quantique sous-jacent, semble se dérober à chaque fois que nous essayons de le saisir. C'est un peu comme essayer d'attraper de l'eau avec les mains. Plus vous serrez, plus elle s'échappe entre vos doigts. Et voici peut-être le plus troublant de tout. La mécanique quantique n'est pas une théorie obscure et marginale que seuls quelques spécialistes utilisent. C'est le fondement de toute la physique moderne. Les transistors de votre téléphone, les lasers de votre lecteur de code-barre, les IRM de l'hôpital, l'énergie nucléaire, la chimie moléculaire, tout cela repose sur la mécanique quantique. Nous utilisons cette théorie chaque jour, avec un succès spectaculaire. Et nous ne comprenons pas ce qu'elle signifie. C'est l'un des paradoxes les plus remarquables de la science. Notre théorie la plus précise,
La plus testée, la plus utile, est aussi notre théorie la plus incompréhensible. Nous avons appris à utiliser les règles du jeu avec une maestria extraordinaire, mais nous n'avons aucune idée de ce que le jeu est réellement. Quelque chose à partir de rien est le paradoxe des trous noirs. La question la plus fondamentale de toute la philosophie, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, a migré directement dans le domaine de la physique. C'est une question que les philosophes se posent depuis des millénaires. Leibniz la considérait comme la question première de toute métaphysique. Heidegger la plaçait au fondement de la philosophie. Mais aujourd'hui, ce sont les physiciens qui se trouvent aux prises avec elle, armés non pas de syllogismes, mais d'accélérateurs de particules et de télescopes spatiaux. Lawrence Krauss a soutenu dans son ouvrage « Un univers à partir de rien », publié en 2012, que la mécanique quantique rend le néant intrinsèquement instable. Les fluctuations du vide, les particules virtuelles et la possibilité que l'énergie totale de l'univers soit nulle, l'énergie de masse positive étant contrebalancée par l'énergie gravitationnelle négative, signifient que des univers peuvent surgir spontanément. Krauss a déclaré que rien n'est instable, que rien produira toujours quelque chose en mécanique quantique. La critique ne s'est pas fait attendre. Le philosophe et physicien David Albert, dans sa critique du livre pour le New York Times, a argué que Krauss commettait une équivocation. Les états de vide de la théorie quantique relativiste des champs, pas moins que les girafes, les réfrigérateurs ou les systèmes solaires, sont des arrangements particuliers de matière physique élémentaire. Le vide quantique n'est emphatiquement pas le néant. Il présuppose l'espace-temps, les champs quantiques et les lois de la physique. Sean Carroll a abondé dans le même sens. Il a demandé si les avancées de la physique moderne nous aident à aborder la question sous-jacente de savoir pourquoi il existe quelque chose qui s'appelle l'univers, et a répondu en un mot « non ». Stephen Hawking et James Hartle avaient offert une proposition plus radicale en 1983. En utilisant le temps imaginaire, l'univers n'a pas de frontières. Demander ce qu'il y avait avant le Big Bang, selon Hawking, c'est comme demander ce qui se trouve au sud du pôle sud. La question elle-même n'a pas de sens. Alexander Vilenkin a proposé que l'univers est tunnelé quantiquement à partir d'un état sans espace ni temps classique. Ces deux propositions restent des programmes de recherche actifs, bien qu'aucune ne résolve la question plus profonde de savoir pourquoi les lois qui permettent une telle création existent en premier lieu. Le paradoxe de l'information des trous noirs révèle une tension apparentée au fondement même de la physique. En 1974, Hawking a montré que les trous noirs émettent un rayonnement thermique et finissent par s'évaporer. Si ce rayonnement est véritablement thermique, aléatoire, ne portant aucune information, alors lorsque le trou noir disparaît, toute l'information sur ce qui y est tombé est définitivement détruite. Cela viole le principe fondamental d'unitarité de la mécanique quantique, selon lequel l'information est toujours préservée. Cela a déclenché ce que Leonard Susskind a appelé la guerre des trous noirs. Susskind a raconté sa réaction à l'affirmation de Hawking. Il a dit que ce qu'il ressentait surtout, c'était que Stephen avait tort. Pas légèrement tort, mais absolument, totalement et impardonnablement tort à propos des trous noirs. Susskind et Gerard T. Hooft ont développé le principe holographique et la complémentarité des trous noirs en réponse. La correspondance ADS/CFT de Juan Maldacena en 1997 a été transformatrice. Elle a montré que la physique gravitationnelle dans un volume d'espace est mathématiquement équivalente à une théorie quantique non gravitationnelle sur sa frontière, et que la théorie à la frontière préserve manifestement l'information. Hawking a concédé en 2004, lors de la conférence GR17 à Dublin, en offrant à John Preskill une encyclopédie du baseball dont l'information peut être récupérée à volonté, selon ses propres mots. Mais le paradoxe du mur de feu de 2012, proposé par Almeiri, Marolf, Polchinski et Sully, a rouvert la blessure. Ils ont montré que la préservation de l'information, des horizons lisses et la théorie quantique des champs
ne peuvent pas tous être simultanément vrais. La percée est venue en 2019 et 2020, lorsque plusieurs groupes ont dérivé la courbe de Page, le motif attendu de récupération de l'information, en utilisant la gravité semi-classique avec des contributions d'îlots et de trous de verre répliques. La vision prédominante est désormais que l'information est préservée, mais le mécanisme complet reste incertain, et la plupart des calculs ne s'appliquent qu'à des configurations simplifiées très éloignées de notre univers réel. Ce qui est remarquable dans le paradoxe de l'information des trous noirs, c'est qu'il révèle une fissure profonde entre nos deux théories fondamentales, la mécanique quantique et la relativité générale. La mécanique quantique insiste sur le fait que l'information ne peut jamais être détruite. La relativité générale prédit l'existence de singularités où les lois de la physique s'effondrent. Quand ces deux théories sont confrontées dans le contexte d'un trou noir, elles se contredisent. Et puisqu'il est impossible que les deux aient simultanément raison, au moins l'une des deux est incomplète. Ce qui signifie que notre compréhension la plus fondamentale de la réalité, les deux piliers sur lesquels repose toute la physique du XXe siècle, est intrinsèquement contradictoire. Cette contradiction n'est pas un détail technique, c'est un abîme conceptuel. Et le combler exigera probablement une nouvelle physique aussi révolutionnaire que la mécanique quantique et la relativité l'ont été en leur temps. La théorie de la gravité quantique, quelle que soit sa forme finale, devra réconcilier ces deux visions incompatibles de la réalité. Et quand elle y parviendra, notre compréhension de l'espace, du temps, de la matière et de l'information pourrait être transformée de manière aussi radicale que notre passage de la physique newtonienne à la physique einsteinienne. Le multivers, explication ou abdication. Confrontés au problème du réglage fin, de nombreux physiciens ont embrassé l'idée du multivers, l'hypothèse que notre univers n'est qu'un parmi un nombre inimaginablement vaste d'univers, chacun doté de constantes physiques différentes. Dans un ensemble suffisamment grand, certains univers auront par chance des paramètres compatibles avec la vie, et nous habitons nécessairement l'un de ceux-là. Le paysage de la théorie des cordes fournit le fondement théorique. Différentes compactifications des dimensions supplémentaires produisent un nombre estimé de 10 puissance 500, voire davantage, d'états de vide possibles, chacun correspondant à un ensemble différent de lois physiques. Leonard Susskind a développé ce cadre dans Le paysage cosmique, publié en 2005. L'inflation chaotique éternelle d'Andrei Linde fournit le mécanisme pour peupler ce paysage. Les fluctuations quantiques pendant l'inflation engendrent continuellement de nouveaux univers de poche, dotés de propriétés différentes. Linde a argué que le paysage de la théorie des cordes explique potentiellement de nombreuses propriétés de notre monde, et qu'il n'existe aucune autre théorie qui puisse en faire autant. Guth a reconnu qu'il est difficile de construire des modèles d'inflation qui ne mènent pas à un multivers. Max Tegmark a poussé l'idée encore plus loin avec sa hiérarchie du multivers à 4 niveaux, culminant dans l'hypothèse de l'univers mathématique, selon laquelle notre réalité physique externe est une structure mathématique, et toutes les structures mathématiques cohérentes ont une existence physique. Au niveau 1, des copies identiques de vous existent à environ 10 puissance 29 mètres de distance dans un univers infini. Au niveau 2, d'autres bulles post-inflationnaires ont des constantes physiques différentes. Le niveau 3 ajoute la ramification quantique des mondes multiples. Le niveau 4 propose que chaque structure mathématique cohérente est un univers physique. Les critiques sont fondamentales. George Ellis et Joe Silk ont écrit dans Nature, en 2014, qu'une théorie doit être falsifiable pour être scientifique, citant le philosophe des sciences Karl Popper. Steinhardt qualifie le multivers de scientifiquement dénué de sens parce qu'il n'explique rien et ne prédit rien. Le lauréat du prix Nobel David Gross le considère comme intrinsèquement non scientifique. Le problème de la mesure, comment assigner des probabilités dans un ensemble infini où tout se produit, reste irrésolu après des décennies d'efforts. Même Reiss, partisan du multivers, maintient une humilité appropriée.
Il a écrit « Est-ce que cet ajustement est juste un fait brut, une coïncidence? Ou est-ce la providence d'un créateur bienveillant ?» Je considère que ce n'est ni l'un ni l'autre. Une infinité d'autres univers pourraient bien exister où les nombres sont différents. La plupart seraient mornés ou stériles. Que le multivers représente la prochaine révolution copernicienne ou une retraite devant l'ambition explicative est peut-être la question déterminante de la physique du XXIe siècle. Il est fascinant de constater que cette question nous ramène à une tension qui traverse toute l'histoire de la pensée humaine. La tension entre l'explication et le mystère, entre la compréhension et l'acceptation, entre la conviction que tout doit avoir une raison et la possibilité que certaines choses soient tout simplement sans raison. Le multivers, en un sens, est une tentative de donner une réponse rationnelle au mystère du réglage fin. Mais c'est une réponse qui, en postulant l'existence d'une infinité d'univers inobservables, soulève des questions philosophiques au moins aussi profondes que celles qu'elle prétend résoudre. Car si le multivers existe, alors tout est possible quelque part, et rien n'est spécial nulle part. Notre univers n'est pas un miracle, c'est une nécessité statistique dans un ensemble infini. Mais si le multivers n'existe pas, alors nous sommes confrontés au fait brut, inexpliqué et peut-être inexplicable, que les constantes de notre univers prennent des valeurs qui permettent l'existence de la complexité, de la conscience et de la beauté. Et nous n'avons aucune idée de pourquoi. Ce qui insuffle le feu dans les équations. Les 15 énigmes que nous avons parcourues ce soir ne sont pas des curiosités indépendantes. Elles forment un réseau interconnecté qui suggère que notre compréhension de la physique fondamentale est profondément incomplète. L'asymétrie matière-antimatière et le problème de la constante cosmologique pointent tous deux vers une physique manquante au-delà du modèle standard. Le réglage fin des constantes et le problème de la platitude appellent soit un principe plus profond, soit un vaste multivers. La basse entropie du Big Bang et la flèche du temps remettent en question notre compréhension des conditions initiales. La matière noire et l'énergie noire nous rappellent que 95% de la réalité nous est inconnue. Le problème de la mesure en mécanique quantique et le paradoxe de l'information des trous noirs exposent des tensions irrésolues entre la théorie quantique et la gravité. La métastabilité du vide de Higgs suggère que même la scène sur laquelle se joue la physique pourrait être temporaire. Ce qui relie ces énigmes est un thème récurrent. L'univers semble en équilibre sur des lames de rasoir, entre matière et antimatière, entre énergie du vide et néant, entre stabilité et métastabilité, entre expansion et effondrement, entre superposition quantique et réalité définie. Chaque point d'équilibre semble ajusté avec une précision impossible. Il est tentant de chercher un fil conducteur unique, une explication qui résoudrait tous ces mystères d'un seul coup. Les physiciens appellent cela une théorie du tout, une description unifiée de toutes les forces et de toutes les particules. Einstein a passé les 30 dernières années de sa vie à chercher une telle théorie sans succès. La théorie des cordes, la gravité quantique à boucle, la géométrie non commutative, chacune de ces approches offre des aperçus prometteurs mais reste incomplète. Nous ne disposons pas encore du cadre conceptuel nécessaire pour répondre à la question de Hawking. Ce qui insuffle le feu dans les équations nous échappe encore. Mais l'histoire de la physique est jalonnée de moments où l'incompréhension totale a précédé une percée fondamentale. Au XIXe siècle, la catastrophe ultraviolette, l'incapacité de la physique classique à expliquer le spectre du rayonnement du corps noir, semblait un problème technique mineur. Elle a conduit à la révolution quantique. L'échec de la physique newtonienne à expliquer le périhélie de Mercure, un écart de 43 secondes d'arc par siècle, semblait une anomalie négligeable. Il a conduit à la relativité générale. Peut-être que les 15 énigmes que nous avons explorées ce soir sont les indices d'une révolution à venir, d'une théorie si profonde et si belle qu'elle résoudra d'un coup tous ces mystères, comme Einstein a résolu d'un coup les problèmes de l'éther luminifère, du mouvement brownien et de l'effet photoélectrique en 1905,
Ou peut-être que la réponse est quelque chose que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. Quelque chose d'aussi étranger à notre pensée actuelle que la relativité l'aurait été pour un physicien du XVIIe siècle. Quelque chose qui ne nous attend pas dans nos équations actuelles, mais dans des équations que nous n'avons pas encore appris à écrire. L'univers ne devrait pas exister. Mais il existe. Et le fait que nous puissions reconnaître ce paradoxe, que des êtres ayant évolué sur une petite planète tournant autour d'une étoile ordinaire dans une galaxie parmi des centaines de milliards, puissent mesurer le fond diffus cosmologique avec 5 décimales de précision, détecter des ondes gravitationnelles provenant de la collision de trous noirs à des milliards d'années-lumière et calculer la probabilité de leur propre existence, est peut-être l'énigme la plus remarquable de toutes. Carl Sagan avait une manière poétique de le dire. Nous sommes le moyen par lequel le cosmos se connaît lui-même. Et cette connaissance, cette capacité de l'univers à se réfléchir dans la conscience de ses propres créatures, est un phénomène qui n'a, à notre connaissance, aucun équivalent dans l'immensité de l'espace et du temps. Peut-être que dans d'autres galaxies, sur d'autres planètes, d'autres formes de vie contemplent les mêmes mystères avec des yeux différents. Peut-être sommes-nous seuls. Dans un cas comme dans l'autre, l'émerveillement reste intact. Nous sommes le résidu d'une annihilation presque parfaite. Nous vivons dans un vide qui pourrait ne pas être le vrai vide. Nous sommes faits de la fraction infime de la matière que l'univers a daigné préserver, dans un cosmos dont nous ne pouvons percevoir que 5%. Nous existons dans un intervalle de temps cosmique, où les conditions permettent la chimie du carbone et l'eau liquide, sur une planète qui se trouve à la bonne distance de son étoile, dans un univers dont les constantes sont réglées avec une précision qui défie toute probabilité. Chaque respiration que vous prenez est un acte d'improbabilité cosmique. Chaque pensée que vous avez est un miracle statistique. Chaque instant de conscience est un défi lancé aux équations qui prédisaient le néant. Hawking a posé la question avec une élégance que les décennies n'ont pas altérée. Même s'il n'existe qu'une seule théorie unifiée possible, ce n'est qu'un ensemble de règles et d'équations. Qu'est-ce qui insuffle le feu dans les équations et fait un univers qu'elles puissent décrire? La physique n'a pas encore répondu à cette question. Mais ce qu'elle a fait, avec une précision extraordinaire, c'est montrer à quel point la question est profonde. Nous ne savons pas pourquoi l'univers existe. Nous ne savons pas pourquoi les constantes ont les valeurs qu'elles ont. Nous ne savons pas pourquoi l'entropie était si basse au commencement. Nous ne savons pas ce que sont la matière noire et l'énergie noire. Nous ne savons pas ce que signifie la mécanique quantique. Nous ne savons pas si nous vivons dans un multivers ou dans le seul univers qui soit. Mais nous savons quelque chose d'extraordinaire. Nous savons que nous ne devrions pas être là. Et nous savons que nous y sommes. Peut-être que le mystère le plus profond n'est pas dans les étoiles, dans les équations, dans les particules ou dans les champs. Peut-être que le mystère le plus profond est dans le fait que l'univers a produit des êtres capables de se poser la question. Que le cosmos, d'une manière ou d'une autre, s'est éveillé à lui-même. Que la matière, assemblée dans la bonne configuration, peut se retourner et contempler sa propre improbabilité. Et peut-être que c'est dans cette contemplation elle-même que réside, sinon la réponse, du moins, la beauté. Car si l'univers ne devrait pas exister, et que nous ne devrions pas être là pour le constater, alors chaque instant de cette existence improbable, chaque coucher de soleil, chaque conversation, chaque éclat de rire d'un enfant, chaque regard levé vers un ciel étoilé n'en est que plus précieux. L'improbabilité n'est pas une raison de désespérer, c'est une raison de s'émerveiller. Et peut-être, en dernière analyse, que s'émerveiller est la seule réponse qui soit à la hauteur de la question. Car il y a quelque chose de miraculeux dans le simple fait que nous puissions comprendre le monde, même partiellement. Eugene Wigner, lauréat du prix Nobel de physique, a écrit un célèbre article sur ce qu'il appelait l'efficacité déraisonnable des mathématiques dans les sciences naturelles. Pourquoi le langage abstrait des mathématiques, inventé par des cerveaux de primates pour compter des objets et mesurer des terrains,
décrit-il avec une telle précision le comportement des quarks, la courbure de l'espace-temps et les fluctuations quantiques du vide. Pourquoi l'univers est-il compréhensible du tout? Einstein lui-même considérait que c'était la chose la plus incompréhensible au sujet du monde, le fait qu'il soit compréhensible. Et il avait raison de s'en étonner. Rien ne garantissait a priori que les lois de la nature seraient formulables en termes mathématiques élégants. Rien ne garantissait que des créatures évoluées pour survivre dans la savane africaine seraient capables de comprendre la mécanique quantique et la relativité générale. Et pourtant, c'est le cas. L'univers ne devrait pas exister, et l'esprit humain ne devrait pas être capable de le comprendre. Nous sommes confrontés à une double improbabilité, un double mystère emboîté comme des poupées russes de l'incompréhensible. Non seulement l'univers est là, mais il a produit des observateurs capables de mesurer sa propre improbabilité. Certains voient dans tout cela la preuve d'un dessein, la main d'un créateur. D'autres voient l'indice d'un multivers, un océan infini de possibilités dans lequel notre univers est une île chanceuse. D'autres encore voient un mystère qui dépasse nos catégories actuelles de pensée, un problème qui nécessite une révolution conceptuelle aussi profonde que celle de Newton, Darwin ou Einstein pour être résolu. Quelle que soit l'interprétation que vous préférez, le constat factuel demeure, inaltérable et vertigineux. Selon les meilleures théories physiques dont nous disposons, rien de tout cela ne devrait être là. Pas les galaxies, pas les étoiles, pas les planètes, pas les océans, pas les forêts, pas les villes, pas les symphonies, pas les rires, pas les larmes, pas les rêves, pas les pensées qui traversent votre esprit en cet instant précis. Et pourtant, tout est là. Vous êtes là. Et cette présence, cette simple conscience d'exister dans un univers qui ne devrait pas exister, est peut-être le plus grand des miracles. Un miracle que la science ne peut pas expliquer, mais qu'elle peut nous aider à apprécier à sa juste mesure. Car c'est grâce à la science que nous savons à quel point notre existence est improbable. C'est grâce à la physique que nous pouvons quantifier le miracle. C'est grâce aux mathématiques que nous pouvons mesurer l'immensité de notre chance. Et c'est peut-être cela, en fin de compte, la plus belle leçon de la cosmologie moderne. Non pas que l'univers est indifférent à notre existence, mais que notre existence, dans un univers qui semblait destiné à la stérilité et au vide, est un événement d'une rareté et d'une préciosité que les mots peinent à décrire. Nous sommes le cosmos qui se contemple lui-même. Nous sommes la matière qui a appris à réfléchir. Nous sommes le résidu d'une annihilation qui a échoué, assemblée par des forces dont nous ne comprenons que 5%, dans un vide qui pourrait ne pas être le vrai vide, gouverné par des constantes dont nous ignorons l'origine. Et malgré tout cela, nous sommes capables de nous poser la question. Pourquoi? C'est peut-être la plus belle question que l'univers se soit jamais posée à lui-même. Et le simple fait que cette question puisse être formulée, que des atomes assemblés dans le bon ordre puissent contempler les lois qui gouvernent leur propre assemblage, que des neurones puissent modéliser des quarks, que des yeux puissent capter des photons émis il y a 13 milliards d'années, que des cerveaux façonnés par l'évolution pour éviter les prédateurs dans la savane puissent concevoir l'inflation cosmique et la mécanique quantique, ce simple fait est, en lui-même, la preuve la plus éclatante de l'improbabilité miraculeuse de notre existence. L'univers ne devrait pas exister. Nous ne devrions pas être là. Et pourtant, nous y sommes, ensemble, dans ce moment fugace de conscience cosmique, suspendu entre le mystère de notre origine et le mystère de notre destinée, émerveillé par la beauté improbable de tout ce qui est.